Bonjour à tous, aujourd'hui commence le 7e colloque sur la naissance organisé par la Société d'Histoire de la Naissance, qui est une société savante et pluridisciplinaire qui regroupe à peu près une centaine de membres et qui, tous les 3 ans, organise un colloque avec des thématiques différentes. Et cette année, le thème, c'est la main ou l'outil. C'est donc parti pour 3 jours de conférences avec des intervenants venant de milieux extrêmement variés. Il y aura des historiens, des sociologues, des anthropologues, des philosophes et évidemment des sages-femmes, des gynécologues et des médecins. Je suis trop contente de pouvoir participer à ce colloque et alors en plus j'ai vraiment de la chance parce que c'est juste à 10 minutes de chez moi en vélo. Bon, j'ai un peu moins de chance parce que c'est aussi parti pour 3 jours de pluie, mais bon, quand on est équipé, c'est pas un problème. Ça y est, ces 3 jours de colloque sont finis. C'était vraiment super. Alors je suis assez euphorique parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes dont j'avais entendu parler, j'avais vu les publications. Mon chat. Donc j'avais lu les publications ou entendu les interventions et qu'il y en ait autant d'entre eux qui soient réunis au même endroit et de pouvoir les rencontrer, quand on s'intéresse comme moi au monde de la naissance depuis des années, c'est vraiment un honneur. Dans cette vidéo, je ne vais pas du tout vous retranscrire toutes les thématiques qui ont été abordées dans ce colloque, parce que ce serait assez long et fastidieux, et surtout qu'il y aura l'entièreté du colloque normalement qui sera diffusé sur leur chaîne YouTube. Moi, ce que j'ai plutôt envie, c'est de vous parler des choses qui m'ont marqué, que j'ai envie de partager avec vous, mais je ferai ça demain, parce que là je suis fatiguée, je vais aller manger un bout et dormir. Me revoici fraîche et beaucoup plus reposée. Alors la première chose qui m'a interpellée quand je suis arrivée le premier matin, c'était déjà le faible nombre de participants. C'est vrai que je m'attendais à avoir une salle bondée et en particulier par la présence de toutes les élèves de l'école de sage-femme de Bordeaux et c'était pas du tout le cas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que sur la bonne soixantaine de personnes qui étaient présentes dans la salle, il y avait que 6 ou 7 hommes. Et parmi ces 6 ou 7 hommes, je pense qu'il y en avait une grande majorité qui étaient soit des intervenants, soit des conjoints d'intervenantes, soit des membres de la Société d'Histoire de la Naissance. Sur les 3 jours, j'ai dû voir tout au plus 2 ou 3 hommes qui venaient de l'extérieur. Alors c'est vrai que l'accouchement a toujours été plutôt une histoire de femmes, pour une raison sûrement plus qu'évidente, c'est que ce sont uniquement les femmes qui accouchent. Mais je regrette vraiment qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui s'intéressent au sujet de l'accouchement et de la naissance, parce que même s'il est vrai que ce sont uniquement les femmes qui accouchent, nous naissons tous. Et en général, un accouchement est indissociable de la naissance d'un individu. Et quand on s'intéresse à l'humain, à sa nature, comment ne pas s'intéresser à ce moment fatidique où tout débute? Donc s'il vous plaît les hommes, intéressez-vous plus à ce sujet, emparez-en vous, parce que même si ce n'est pas vous qui accouchez, ce sont vos femmes, mais ce sont à ce moment-là vos enfants qui naissent, qu'ils soient filles ou garçons. Bref, la première journée de ce colloque n'était en fait pas organisée par la Société d'Histoire de la Naissance, mais par le Master Soins, Éthique et Santé, avec le sujet faire naître aux confins de la médicalisation de nouvelles voies d'autonomie. La journée était divisée en 2, avec le matin une approche plutôt naturelle, on va dire, et l'après-midi on est allé à l'autre extrême avec des sujets autour de la PMA, de la procréation assistée, des interventions de généticiens et des réflexions autour carrément du transhumanisme. Il y a également eu l'intervention d'une juriste que j'ai trouvée assez intéressante parce qu'elle m'a fait découvrir le fait que pour avoir accès à des droits en tant qu'individu, il nous faut avoir une vie juridique qui débute grâce à l'acte de naissance qui est délivré à un bébé, à une personne, s'il est reconnu viable et vivant à la naissance. Bon, je ne m'étends pas sur l'aspect juridique de la naissance, ou même de la procréation, parce qu'en fait, plus la procréation devient médicalement assistée, plus il est nécessaire de l'encadrer juridiquement. Mais le point sur lequel j'avais envie de revenir, c'est le fait que, en droit français, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, le fœtus n'est pas reconnu comme une personne juridique et n'a donc a priori aucun droit. Ainsi, la femme enceinte est complètement libre de faire ce qu'elle veut, même si elle fait des choses qui portent atteinte à son fœtus. Et ça, j'avais envie de le souligner, cette liberté de la femme enceinte, parce que le corps médical exerce bien trop souvent des pressions sur le couple, et en particulier sur les femmes, leur laissant très souvent croire qu'ils n'ont pas le choix.
et c'est faux. Par exemple, concernant les dépassements de terme, l'OMS recommande de ne pas dépasser 7 jours après le terme, ce qui est à peu près suivi par toutes les maternités françaises, même si chaque structure a des modes de fonctionnement différents. Et en réalité, la femme n'a aucune obligation d'accepter un déclenchement qu'elle ne souhaite pas. Et c'est pareil pour les examens pendant la grossesse. J'ai entendu à plusieurs fois pendant ce colloque qu'il y avait 3 échographies obligatoires. Et ce n'est pas vrai. Aucun examen n'est obligatoire. Il y a certes des recommandations et des pressions qui sont exercées via les aides sociales. Alors je vous dis pas ça pour vous inciter à dépasser allègrement votre terme ou à ne faire aucun examen ou aucune échographie pendant votre grossesse, mais il y a trop souvent des informations fausses transmises par les professionnels de la santé allant dans le sens de la réduction du libre choix des parents. Même sur amélie.fr ou sur Wikipédia, il y a inscrit que ces 3 échographies sont obligatoires, alors que ce n'est pas le cas. Et je voulais simplement rappeler aux femmes qu'elles sont libres de choisir le suivi qu'elles souhaitent pendant leur grossesse, de même qu'elles sont libres de choisir le lieu où elles désirent accoucher, même si ces choix ont des contraintes et des conséquences. L'après-midi, comme je vous le disais, les sujets ont tourné autour beaucoup plus de la haute médicalisation et technicisation de l'accouchement et de la procréation. Et c'était en fait assez passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Je crois que je vais faire une vidéo juste pour vous parler de ça, parce que là, ce serait vraiment trop long. Surtout que je sors un petit peu du cadre et de la thématique de la naissance. J'ai beaucoup songé aux notions de handicap et de maladie, qui sont des sujets qui sont abordés avec ces diagnostics prénatales, avec ces interruptions médicales de grossesse. Et la pensée qui m'accompagnait le plus pendant ces interventions, c'est que c'est pas tellement le handicap ou la maladie qui est un problème, bon, sans prendre des cas vraiment extrêmes, hein, mais c'est ce qu'on en fait, la façon dont on l'appréhende, l'attitude avec laquelle on la gère. Prenons le cas de la trisomie 21, par exemple, qui est un diagnostic prénatal qui est fait aujourd'hui par la grande majorité des femmes enceintes en France. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes atteintes de trisomie 21 nous ont largement démontré qu'elles sont capables de faire de grandes choses et qu'elles sont surtout capables d'être heureuses. Personnellement, j'ai plus aucun doute sur le fait qu'il y a tout un tas de personnes atteintes de pathologies ou handicapées qui sont largement plus heureuses que des personnes a priori saines. Mais bon, j'arrête et je vous garde ce sujet pour les semaines à venir. Les 2 dernières journées étaient donc bien organisées par la Société d'Histoire de la Naissance et elles avaient pour sous-titre Sens et techniques autour de la naissance d'hier et d'aujourd'hui. Alors sens dans le sens des sens, des 5 sens, hein, pas dans le sens du sens. L'idée de ces 2 journées était d'aller explorer et de nuancer ce stéréotype d'opposition de genre entre les femmes, donc les sages-femmes qui seraient à main nue, et les hommes, à savoir les chirurgiens, les médecins, les gynécologues qui seraient, eux, instrumentés. Il faut savoir déjà que si on pense souvent la sage-femme comme à main nue, c'est parce qu'en fait, il était interdit pour elle d'utiliser les outils d'obstétrique. En tout cas, c'était très mal vu. Il était aussi question d'explorer l'utilisation des sens par les praticiens de la naissance et donc aussi des outils, soit comme un prolongement de la main, soit comme justement un prolongement des sens. Alors on peut vraiment se poser la question de la dépendance qui s'est créée par les praticiens de la naissance vis-à-vis des outils, et je pense en particulier aujourd'hui au monitoring. On peut se demander aussi si l'excès d'outils techniques autour de la naissance n'aurait pas diminué l'acuité des sens des personnes qui accompagnent les femmes à accoucher, de la même façon qu'elles coupent très souvent la relation humaine avec la femme ou le couple. Je pense à cette situation où des sages-femmes qui vont rentrer dans une salle d'accouchement vont directement aller regarder le monitoring et vont même plus regarder la femme en fait. Je pense vraiment qu'il y a un grand savoir qui s'est perdu et qui continue à se perdre aujourd'hui au profit de la technicisation de la naissance. Et ce savoir, ce sont le plus souvent les sages-femmes qui exercent à domicile, qui le maintiennent en vie et qui continuent à le transmettre. Comme la sage-femme Jacqueline Lavillonnière, par exemple, qui a également fait une intervention pendant ce colloque. Sa conférence était vraiment passionnante et d'ailleurs elle utilise quasiment aucun outil dans sa pratique, elle utilise beaucoup plus ses sens, le toucher, l'ouïe, la vue. Et un petit détail que j'ai trouvé vraiment très drôle, c'est que aujourd'hui, le seul geste un des seuls gestes qui continue vraiment à être fait uniquement par les mains des sages-femmes en maternité, c'est le toucher vaginal. Et bien elle, maintenant, elle ne le fait même plus parce qu'elle considère en fait que c'est complètement superflu, que de connaître l'ouverture du col à un instant T ne prédispose absolument pas de ce que va être l'évolution, l'ouverture de ce col pendant la suite du travail. Et donc j'ai trouvé ça assez drôle en fait que voilà, ce seul geste qui continue à être fait en maternité par les mains de la sage-femme, et bien elle ne le fait même plus. Alors il y avait tout un tas d'outils et à première vue, c'est vrai que ça fait plutôt penser à de la torture qu'à une naissance heureuse. Finalement, il n'y a que l'invention du forceps qui a permis le plus souvent
d'avoir un bébé et une maman vivante à la fin, mais avant, tous les outils qui étaient utilisés, c'était plutôt des outils de mort ou dans des situations dramatiques. Et un fait que je ne savais pas et que j'ai découvert pendant ce colloque et qui est assez effroyable, hein, je suis désolée de vous raconter tout ça, mais je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir, c'est que quand un bébé était coincé à l'intérieur de la mère et qu'on commençait à s'inquiéter pour la survie de cette maman, et bien en général, il fallait coûte que coûte sortir ce bébé, le décoincer, pour le sortir et pour sauver la maman. Et pour ça, une des solutions était celle de percer le crâne du bébé avec des outils au niveau de la fontanelle et de vider l'intérieur du crâne et ensuite d'utiliser un autre outil pour écraser la tête de l'enfant afin de vraiment pouvoir le débloquer et le sortir, l'extraire du corps de la mère. Alors désolée, je sais que c'est horrible, mais quand même c'est intéressant de savoir qu'avant c'est comme ça que ça se passait. Le bébé pouvait être aussi dépecé, c'est-à-dire qu'on allait couper des membres pour pouvoir l'extraire. Alors je vous laisse imaginer l'horreur que ça devait être pour tout le monde, hein, pour la femme, pour le praticien et pour le bébé hein, aussi, surtout que des fois ils étaient morts mais des fois ils étaient vivants. Alors c'est une technique qu'on appelle l'embryotomie qui apparemment existe toujours aujourd'hui en soins vétérinaires. Alors, je sais pas si c'est vrai. Alors ça fait quand même relativiser parce que c'est vrai que moi je suis pas une partisante de la haute technicisation et médicalisation de la grossesse et de l'accouchement. Je suis pas non plus une fan de la césarienne. C'est vrai que je me dis que c'est quand même dommage quand une femme se fait ouvrir le ventre et ouvrir l'utérus. Mais c'est vrai que quand on compare à ce qui se faisait il y a pas si longtemps, merci la médecine d'avoir évolué autant. Ça fait très très longtemps que les césariennes sont pratiquées, hein, depuis moins 500 ou quelque chose comme ça. En tout cas, les premières tresses qu'on a datent d'il y a vraiment très longtemps, mais en général, elles étaient pratiquées quand la femme mourait et qu'on espérait encore sauver le bébé. Et très souvent, elles découlaient sur, une fois sur deux, la mort de la mère. Donc le progrès médical, c'est quand même vraiment bien dans beaucoup d'occasions. Et je voulais faire un petit aparté concernant les outils qui sont utilisés en obstétrique, parce qu'à un moment dans le colloque, il a été suggéré ou évoqué le fait que c'était les outils qui étaient fortement liés aux violences obstétricales. Et je voulais simplement faire le point sur le fait qu'aujourd'hui, c'est pas l'outil qui est le problème dans les violences obstétricales, mais c'est la personne qui l'utilise, c'est la façon dont elle le fait. Alors certes, c'est plus agréable d'avoir un spéculum en plastique qu'en métal, mais le problème n'est pas là. C'est la façon dont il est employé. Et d'ailleurs, on peut être responsable de violences obstétricales envers une femme uniquement par la parole, hein. Les outils sont absolument pas nécessaires. Alors, il y a également eu des interventions sur les douleurs pendant l'accouchement, pendant la grossesse, il y a eu des interventions sur l'aptonomie, sur l'expérimentation en maison de naissance. D'ailleurs, cette expérimentation va prendre fin dans 1 an, en novembre 2020, et le projet est sérieusement menacé. Je vous mets donc le lien dans la description pour aller soutenir le projet des maisons de naissance en France. Pour résumer, c'était vraiment 3 jours super intéressants. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout dans ce colloque, c'est la pluridisciplinarité des intervenants. Et je suis allée à la rencontre de quelques-unes d'entre elles. La personne grâce à laquelle je suis ici aujourd'hui et que j'admire tout particulièrement pour son combat contre les violences obstétricales, c'est Marie-Hélène Lahaye. Et donc je suis ravie et honorée de l'avoir rencontrée pendant ce colloque et je suis donc allée lui demander qu'est-ce qu'elle avait retenu ou qu'est-ce qui lui avait plu de ce colloque. Bonjour. Alors de façon générale, moi ce qui me plaît dans les colloques de la Société d'Histoire de la Naissance, dans les journées d'études de cette Société d'Histoire de la Naissance, c'est montrer à quel point l'accouchement n'est pas une question médicale, mais c'est d'abord une question culturelle. Et on voit à quel point les pratiques autour de l'accouchement évoluent au fil du temps, évoluent dans chaque société. Et donc c'est très très intéressant et très nourrissant de participer à ces études pour voir à quel point ça permet de questionner à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui autour de la naissance et dans les hôpitaux en général. De façon plus particulière par rapport au sujet d'aujourd'hui qui était la main ou l'outil, ce qui m'a vraiment intéressé c'était de voir à quel point il n'y avait pas une opposition très claire entre la sage-femme et la main et le médecin et l'outil. Donc il y avait quelque chose de plus nuancé, on voyait les sages-femmes dans l'histoire qui ont utilisé des forceps, y compris parce qu'ils les utilisaient mieux que les médecins malgré que ce soit interdit ou malgré qu'il y ait des restrictions. Ou inversement des médecins dans l'histoire qui n'étaient pas du tout interventionnistes et qui étaient plutôt aussi abstentionnistes, enfin, qui ne pratiquaient pas nécessairement beaucoup d'actes invasifs. Et donc c'est vraiment toutes ces nuances-là qui moi m'ont beaucoup plu et je trouve que c'est intéressant pour
pour nourrir la réflexion. Une des personnes que je suis ravie et honorée de rencontrer pendant ce colloque, c'est Jacqueline Lavillonnière. C'est une sage-femme qui accompagne depuis des années les femmes à accoucher à domicile et qui est une experte, une référence en ce qui concerne l'accouchement physiologique. Alors je vais aller voir ce qu'elle pense, ce qu'elle a retenu de ce colloque. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce colloque ? Alors, petit 1, je connais depuis déjà longtemps la Société d'histoire de la naissance à laquelle j'adhère même maintenant dans le CA, je crois. Bon, et qu'à chaque fois que ces colloques, ce sont des occasions Moi, je suis passionnée aussi de l'histoire, j'aime bien savoir d'où je viens pour mieux comprendre où je suis aujourd'hui et puis de voir toute cette évolution. Donc une fois de plus, la vision de tous ce que j'appelle les logs, anthropologues, sociologues, historiens et compagnie, m'enrichissent toujours dans ma pratique du quotidien en fait. Donc ce partage-là est toujours d'une richesse extrême. Voilà, c'est fini pour mon retour sur ce colloque. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Comme je vous disais, l'ensemble du colloque a été filmé et sera normalement publié sur leur chaîne YouTube. Je vous laisse d'ailleurs également le lien dans la description de leur site internet et de leur page Facebook. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est tout. Allez, notez, à la prochaine fois.